Ouais, big up, salut les abonnés, salut les nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui, Père Castor va vous raconter une histoire. Donc là, je vais vous raconter mon histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'est arrivé depuis depuis que je me suis converti à l'islam sunnite. C'était en 2011, même non, même avant, bien avant, euh, il me semble. Donc tout a commencé lorsque je me suis converti à l'islam sunnite. Écoutez bien ce qui va suivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, je suis né dans j'ai grandi dans une famille de catholiques évangéliques protestants. Donc je suis né à Pontarlier dans le Haut-Doubs en Franche-Comté. Euh, donc on vivait sur un terrain sur les hauteurs qui donnait en face sur une montagne qui s'appelle le Larmont et il y avait juste en face l'usine Nestlé qui fabrique le cacao en poudre, tout ça. Donc on vivait là, j'ai grandi, on habitait dans des bus, des caravanes. Mon grand-père, il avait une casse, il y avait des montagnes de ferraille, d'auto, tout ça. Donc, il était récupérateur de ferraille métaux. Donc, à la base, il faisait des marchés, c'était brocanteur et musicien. Donc, j'ai été baptisé à l'église, étant gamin, mais je n'ai jamais fait ma communion. Euh, donc, je n'étais pas un fervent catholique, ni un adepte de la religion. Toutefois, je me posais bien souvent des questions existentielles, telles que est-ce qu'il y a une vie après la mort? Pourquoi suis-je ici? Est-ce que j'ai une mission à accomplir sur Terre qui nous a créés, qui a créé la Terre et l'univers? Donc des questions de ce genre. J'ai donc grandi dans une famille de gens du voyage sédentarisés qui étaient ferrailleurs, brocanteurs et musiciens. De l'autre côté, ma mère a grandi dans une famille d'agriculteurs et son père était italien. Elle ne fait pas partie de la communauté des gens du voyage à la base. Quand je dis gens du voyage, ce n'est pas gitan, mais manouche. Bref, je n'étais pas un génie ni un élève assidu. J'ai souvent fait l'école buissonnière, le malade imaginaire. J'ai redoublé. Je m'intéressais à la musique et à la mécanique, donc j'étais plutôt manuel qu'intellectuel. Qu'un jour, je tombe sur une offre d'apprentissage de cuisinier. J'appelle et je commence un apprentissage de cuisinier dans le Haut-Doubs. Donc c'était à au lieu dit Le Gardeau, au-dessus de Molbon, au-dessus de Morteau, à la frontière, entre la frontière suisse et française qui mène à la Chaux-de-Fonds, ou là qui est à la Chaux-de-Fonds. Et je faisais de côté mon apprentissage à Bétoncourt, près de Montbéliard, dans un CFA gastronomique où je dormais là-bas. Bref, donc, je suis parti donc du coup dans la cuisine, où là, un peu décalé parce que le CFA c'était gastronomique, et là c'était une auberge de montagne qui faisait de la cuisine du Houdou. Donc, je commence un apprentissage de cuisinier au lieu de poursuivre dans la mécanique. Allez savoir pourquoi. Donc, même moi, je n'ai pas compris. Ouais, j'ai fait les 400 coups étant plus jeune. Suite à des événements familiaux tels que des décès, ça m'a interpellé, on va dire. Et du jour au lendemain, tu peux te retrouver dans la tombe. Jusqu'à ce qu'un jour, un frère musulman, lui aussi converti à l'islam, sunnite, vienne me parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du Coran. Donc il me proposa de m'en prêter un pour le lire. Je lui dis ok. Et là, ce fut la révélation. Donc ça répondait à toutes mes questions existentielles que je me posais et je tomba prosterné. Ce fut ma conversion à l'islam sunnite. Ce frère m'enseigna les bases de la religion telles que l'attestation de foi, les ablutions, la prière, les sourates. Très vite, j'allais assimiler. Par la suite, je me rends dans une mosquée. Je n'étais jamais allé dans une mosquée auparavant. Et ensuite, j'allais régulièrement pour faire mes prières, le Coran, écouter les prêches d'imams, parler avec des frères musulmans.
de l'islam. Suite à ça, je revins quelques années plus tard vivre auprès de mes parents. Donc ça faisait un moment où j'étais éloigné. Mon père est invalide, donc en fauteuil roulant, diabétique. Ils vivent dans un petit étroit, un logement social qu'il loue. Ma mère travaille de son côté. Mes parents constatent mon changement de comportement et de mode de vie. Je leur explique que je me suis converti à l'islam et que je fais mes 5 prières par jour, et que je mange halal, etc. Je leur lis les sourates du Coran, je leur fais goûter de la viande halal que je consomme régulièrement avec eux. Je crée une petite entreprise de service à domicile où j'obtiens mon agrément simple de la part du préfet, puis je décide de me lancer dans l'événementiel. Je réserve 10 grosses salles un peu partout en France, donc jusqu'à des salles qui allaient de plus de 10 000 personnes. Je ne fais pas avancer de la pub de la part d'un premier aide aux radios, mais les choses ne vont pas se passer très bien, donc ça va dégénérer. La personne à qui j'ai vendu mon scooter pour l'anniversaire de son fils, qui à l'époque était un magasin de musique, il jouait de la sono, il participait à des événements, tout ça. Donc il me dit qu'il allait m'assurer pour plusieurs événements la sono. Et on l'a fait oralement, en une seule poignée de main, sans contrat. Donc au premier événement, donc première salle que j'ai, donc là j'avais tout. Quand j'ai tout, j'ai des extras, j'avais la bouffe, j'avais les boissons, j'avais la pub, j'avais tout, ça passait à la radio, j'avais tout avancé. Et là, il manquait plus pour que ça marche la sono et l'éclairage. Et donc, il fait faux bon. Donc après événement, c'était le lancement des suivants pour me permettre de générer de l'argent pour continuer. Il ne se présenta pas ce jour-là pour m'installer la sono et l'éclairage. Alors que j'avais la salle, enfin j'avais la pub, j'avais tout. Donc ce fut un fiasco, hein, donc l'événement a capoté. J'ai tenté de le joindre, je suis allé à son magasin chez lui, introuvable. Quelques temps plus tard, il me dit qu'il était parti en vacances et qu'il m'avait oublié. Comme de l'ironie, la police débarque chez mes parents pour m'interpeller. À ce moment-là, je pratiquais aussi la boxe américaine et je m'étais qualifié pour les championnats de Franche-Comté. Je prépare un bac gestion comptabilité d'entreprise par correspondance et un BP aide à domicile par correspondance. La police m'accuse de maltraitance sur mes parents, de leur imposer l'islam, de leur forcer à manger halal, de les séquestrer. Je conteste les accusations, que je ne reconnais pas, mais rien à faire, ils persistent. Je suis placé en garde à vue, puis déféré au parquet. Le juge m'expulse de chez mes parents, où j'ai mon siège social et mes affaires, et il m'interdit de retourner à Pontarlier, jusqu'au jugement sous menace de m'empoisonner si la police m'arrête à Pontarlier. Donc il me donne une date ultérieure pour le jugement, catastrophe, en pleine préparation événementielle, je ne peux pas aller au bureau récupérer mes affaires, tout tombe à l'eau. Donc là, à ce moment-là, c'est le procureur qui a déposé plainte, et non pas mes parents. En fait, ils ont fait une enquête de voisinage, un truc comme ça, et puis voilà ce qu'ils ont sorti. D'orage, je pars en Suisse, à travers bois. Je campe sans le savoir dans une réserve de chasse. À ce moment-là, un jeune loup a été expulsé de sa meute. Il est dans les parages sans que je le sache. Allongé près d'un feu, je sentis comme des dents me frôler les artères du cou. Là. J'entends un gros reniflement fort et du bruit dans les hautes herbes. Je prends ma lampe torche, mon bâton et mon couteau. Je lance des os de poulet et du riz. L'animal mange. Je monte à un sapin. Le feu s'éteint. L'animal s'avance. Je le vois, c'est un loup. Je siffle comme pour appeler un chien. Il tente de monter à l'arbre en face et le secoue violemment. Il s'endort au pied du sapin où je suis. Ah, ce coup-là, j'ai comme dans les films Wolf. Sa mère, j'ai cru que le loup, il montait pour me bouffer. Il s'endort, truc de ouf. Il s'endort au pied du sapin, juste en bas. Il a passé toute la nuit. Il allait en fait, il y avait une rivière à côté, parce que ça pêche un loup, et ça chasse la nuit en fait. Il allait à la rivière, j'entends les retours des canots, puis il revenait. Et comme ça, il a fait des allers-retours toute la nuit par terre. Donc il s'endort au pied du sapin, je passe la nuit dans le sapin. Au petit matin, je décide de descendre. Plus de loup. Je revois un jour en journée
sortir du bois et se cacher dans les hautes herbes. Car j'avais laissé mes affaires à cet endroit. Donc là, j'arrive et là, il sort du bois, il traverse. Ici, il y a des hautes herbes, il se planque dedans. Peut-être la bouffe, il était un peu apprivoisé. Je le revois un jour en journée sortir du bois. Puis un soir, donc là c'était le dernier soir, là il sort du bois et il y avait un champ. Et la rivière, pendant, il a cavalé, et ça trace, hein, il a cavalé, il a traversé le bordel. Et là, la rivière, après, sa brevette est juste en face de moi. Euh, Arrivant en Suisse, donc j'arrive en Suisse. Euh, donc j'arrive sur Neuchâtel, que je connaissais car auparavant, bah, j'avais travaillé là-bas comme cuistot. J'ai habité là-bas aussi lorsque je travaillais. Sauf que cette fois, je suis arrivé chez SDF, j'ai pas 1 euro. Donc là, je suis sur la paye, je suis obligé de mendier. C'est l'été, plein mois de Ramadan. Je campe au bord du lac, mais la police me réveille et me chasse à tous les coups. Les gens appellent la police lorsqu'ils me voient mendier. Ah, c'est interdit la mendicité en Suisse. Les flics me disent que ça salit l'image de la Suisse. Donc, plusieurs fois, je vais me retrouver au commissariat pour un simple rappel à l'ordre. Finalement, je squatte. Donc je passe Ramadan, donc dans une petite mosquée là-bas, ça se passe bien, nickel. Je squatte, et fin du Ramadan, donc fini, tout le monde se disperse. Et bon, l'automne arrive, ça commence à cailler, donc là je squatte un petit cabanon au bord du lac, de vacances. Les voisins, ils se font appeler les flics. Et là, les flics arrivent, bouge plus, machin, tout. Donc il élimine tout le bordel, le flingue, ils sortent et tout. Il faut rester. Donc, il me condamne à 15 jours de tôle. Je finis en tôle à la chaux de fond, en Suisse. Au bout de 3 jours, on vient me dire que je suis gracié. J'ai alors Alhamdoulilah, je dis je peux sortir, ça y est. Nickel, j'ai dit oui, ils vont me donner de la thune. Donc là, non, elle m'appelle la directrice là-bas. Bon, vous êtes gracié, mais il y a aussi un autre truc. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? En fait, la raison pour laquelle vous êtes gracié, c'est que vous avez été jugé par défaut TJ de Besançon. Vous avez une plus grosse peine à effectuer, on doit vous extrader en France. Donc là, donc j'ai été condamné à ce moment-là par défaut, donc je n'étais pas présent au tribunal ni représenté par un avocat, c'est comme s'il m'avait tiré dans le dos, donc 1 an ferme et 5 ans d'interdiction de frontalier. Donc je me fais escorter à la frontière, voilà, toute une équipe de gendarmerie qui m'attendent. Ils me mettent les bracelets, ça se passe bien, je monte dans la bagnole, puis ils me mettent en cellule de dégrisement en gendarmerie ici, ils me conduisent à la maison d'arrêt de Besançon. Ne supportant pas l'enfermement, n'acceptant pas la condamnation, je pète un plomb, donc je tape dans les portes, je gueule, je fous le gros bordel. Et je finis par être un transfert disciplinaire, donc au CD de Saint-Miel, dans la Meuse, où les conditions de détention sont meilleures qu'à la maison d'arrêt de Besançon, mais c'est disciplinaire. Donc là-bas, tu as les portes, ça fait fermé, semi-ouvert, ouvert. Et si tu fous le bordel, bah, tu passes en semi-ouvert, voire fermé. Donc, je fais du sport, hein, je m'entends plutôt pas mal avec les études là-bas, je travaille à l'atelier, puis en cuisine. Et je demande un jour un rapprochement filial, j'arrive en fin de peine, je demande un rapprochement familial qui m'a été refusé. Et là, bah, je pète un plomb en commission, j'insulte tout le monde, j'insulte toute la clique, le directeur, les bricards, tout, j'insulte tout le monde. Et donc il y a un bricard, il va gentiment me conduire au mitard, où je vais faire 30 jours de mitard. Puis il me sort, il me met en cellule disciplinaire, où là je me suis dit, donc enfermé, ça veut dire, en quartier fermé. Et là, bah, je dis, c'est bon, ils vont me laisser là jusqu'au bout. Alors, ce que je fais, bah, une grève de la faim. Donc, 15 jours de grève de la faim, où là, j'ai les médecins, tout ça qui sont ils essayent de me dissuader, ça sert à rien, nanani, nanana. Et je m'en fous. Je fais ma grève jusqu'à ce que je suis à l'hôpital sous glucose, je lâche pas l'affaire. Et où me sortez de là, où je continue ma grève. Donc, finalement, ils me sortent du quartier fermé, ils vont me mettre en ouvert. À la fin, je finis par être livré en hiver. J'ai pas mal d'affaires que je prends avec moi, donc des sacs, des vêtements, des conneries des gens. J'ai juste de quoi prendre le bus et le train pour Besançon. Donc j'ai presque pas de thunes. Personne ne m'attend. Donc je suis SDF. Je contacte le 115. Heureusement pour moi, il y a de la place à l'abri de nuit. Je passe une bonne partie de l'hiver là-bas. Puis une association va m'aider en me donnant du travail en maraîchage bio et un logement.
pendant 1 an. J'ai fait opposition au jugement. Donc je repasse au TJ de Besançon. Là, je me prends la tête avec l'avocate qui dit que ça ne sert à rien. Je finis par la virer. Donc je me défends tout seul. Les parents ne sont pas représentés par un avocat. Et ils ne sont pas là. Je m'énerve avec les magistrats. Ils ont failli m'en mettre une peine. Et là, ils confirment la première condamnation que j'avais été jugé par défaut. Donc c'est-à-dire les 1 an et les 5 ans d'interdiction. Quelques temps plus tard, la juge me reçoit dans son bureau, TJ de Besançon, en me disant que j'ai une nouvelle condamnation et que je dois purger la peine alors que je l'ai fait. Donc tu peux pas faire, une fois que tu as fait ta peine, tu ne fais pas 2 fois ta peine. Donc là, et qu'il faut que je la refasse. Donc elle voulait que je refasse 2 fois la même peine. Donc là, en panique, je me précipite chez un avocat qui va me régler le problème avec l'aide de mon billet de sortie. Le temps passe, je vis sur Besançon. Je loue un local en bail mixte. Il va être une épicerie de dépannage à la base. Mais la copropriété m'interdit de faire une activité de denrées périssables. Du coup, je crée une web radio. Ça s'appelait Street Génération pendant 2 ans. Et une association loi 1901 avec ma mère. Donc je serai le président et la secrétaire. Et avec qui je suis toujours en contact à ce moment-là. Donc dans le local, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de cuisine, il est mal isolé, physiquement. Et donc je suis en situation d'insalubrité. Donc finalement, mes ententes avec le voisinage et les propriétaires, qui voulaient rien faire du tout, contactant la DIL, en faisant des commissions d'insalubrité, c'était bloqué à la mairie, tout ça, pas d'appel, rien du tout. Donc je suis dit, avec l'avocat, avec son avocat, on fait décider d'un arrangement légal, donc je casse le bail, je retrouve un appartement meublé, près d'un particulier. Ben là, problématique, la CAF me dit qu'ils ont 6 mois de retard dans le traitement des dossiers, et donc ils ne me versent pas les APL, le logement est un petit peu cher pour moi, il a plus de 500 euros. Moi, j'ai plus de travail, j'ai du chômage qui va arriver. Donc il y a le propriétaire donc, qui vient frapper tous les 2 jours à la porte en disant ici je suis chez moi, je veux mon loyer, nanana. Donc il me prend la tête à chaque fois. Donc je lui explique que ça traîne, et puis du coup, bon, je lui dis écoute, on va arrêter là, on va casser le bail. Et puis là, bon, je me retrouve SDF, c'était le printemps, je fais du camping sauvage jusqu'au début de l'hiver. À ce moment-là, bon, j'ai toujours l'interdiction 50 Pontarlier. J'appelle régulièrement mes parents, donc ça se passe mal. Ma mère a des grosses difficultés avec mon père, il boit de l'alcool. Elle ne rentre pas sans qu'elle sache où il est car il travaille la journée. Il n'a pas d'aide à domicile. Il tombe et se blesse souvent. Les pompiers l'emmènent à l'hôpital, il s'est fait agresser. Quelqu'un lui a mis des coups de pied, il a les côtes cassées, il est à l'hôpital. La police de Besançon me convoque. Ils essayent de m'accuser. La personne qui l'a agressé n'a pas été poursuivie ni condamnée. Ma mère me demande de venir habiter de nouveau chez eux. Ils sont sous curatelle renforcée. Quelque temps auparavant, ma mère m'a dit que la curatelle a dit que si je revenais habiter chez eux, elle allait demander une prolongation d'interdiction de Pontarlier. Je savais que je prenais un risque en retournant habiter chez eux. Mais c'est une obligation et un devoir familial pour moi, alors j'y vais. L'interdiction est finie, je suis enfin libre comme l'air. Arrivant, mon père est dans son fauteuil roulant, alcoolisé, il dort. Il y a un type que je ne connais pas, qui n'apprécie pas ma venue. Je lui fais gentiment comprendre que je vais rester là, qu'il doit partir. L'appartement est vétuste et délabré, pas aux normes pour le handicap de mon père. Je déclare à la CAF comme quoi je suis hébergé à titre gratuit. Je déclare le siège social de l'association loi 1901 de mon activité libérale d'auteur et interprète. Je demande à l'agence de location de l'autorisation de transformer le cellier en home studio, ce qui m'a été refusé. Je demande la mise aux normes handicapées de la salle de bain. Je fais venir une personne de l'hôpital et la MDPH pour appuyer ma demande. Au final, c'est un jeune homme qui viendra 3 fois par semaine aider mon père à prendre sa douche. Quand je suis arrivé, il y avait un service de portage de repas et une personne qui venait le réchauffer au micro-ondes, lui préparer un café, puis s'en aller. J'ai fait cesser le portage de repas, demandé à la personne de ne plus venir.
Je décide donc d'entreprendre des travaux de rénovation du logement, de toutes les pièces, murs, plafonds, portes. J'aide mes parents en allant leur faire leurs courses, la cuisine, la vaisselle, le ménage et leurs papiers. J'aide mon père à prendre sa douche, à s'habiller. J'allais le promener avec son fauteuil roulant, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, je reçus une lettre du juge de tutelle de Pontarlier, donc monsieur Xavier Marchand, qui ordonna la levée de la mesure de protection des majeurs en m'insultant et m'accusant de salafiste radicalisé, d'être un danger pour mes parents, pour les intervenants, pour la société, et il menace de transmettre ce courrier à toutes les administrations. Je dépose plainte contre le juge des tutelles Pontarlier, M. Xavier Marchand. La plainte n'aboutira jamais. Quelques temps plus tard, je suis convoqué au commissariat de police de Pontarlier en début d'année 2019, juste après les fêtes de fin d'année. C'est pour une histoire de famille. Je suis en confrontation avec une bonne partie des membres de ma famille du côté de mon père. Les flics enquêtent sur moi. Je passe la journée au commissariat de police, puis ressors. Quelques jours plus tard, j'ai une nouvelle convocation. Ce jour-là, je suis malade. Depuis quelques temps, on a de gros problèmes avec notre chauffe-eau à gaz. C'est l'hiver, les températures sont en dessous de zéro. On n'a plus d'eau chaude et de chauffage. Au moment où je m'apprête à appeler la police pour reporter le rendez-vous, ça frappe fortement à la porte en criant « Police, ouvrez !» Je suis seul avec mon père, je m'apprête à préparer le repas pour lui et moi. La police rentre et me met les menottes devant mon père en m'accusant de violence sur mes parents. Je sais que l'on veut m'expulser de chez mes parents, me condamner et me remettre une nouvelle interdiction de Pontarlier. Je ne reconnais pas les accusations, mais explique clairement que je m'occupe de mes parents. Il y a eu une levée de protection des majeurs, que je gère les comptes de mes parents et m'occupe d'eux. Je suis fils unique. Le flic tourne, il dit qu'il était en enquête sur moi depuis un moment. Le flic tourne les choses pour m'incriminer. Il dit que je n'ai pas le droit de gérer les comptes de mes parents sans avoir un droit du tribunal et être reconnu comme tuteur, que je prive de moyens de subsistance mes parents, que je violente mes parents, etc. J'ai procuration sur le compte de mes parents qui a été fait avec leur consentement devant le banquier du Crédit Mutuel de Pontarlier. Je gère les comptes, je fais les courses, je fais leurs déclarations de pays, les factures, etc. Ce sont des personnes fragiles, ne pourront pas gérer leurs comptes eux-mêmes. Je ne les vole pas, ils ne manquent de rien. Je leur retire de l'argent quand ils en ont besoin, je leur achète quand ils ont besoin. La cuisine déborde de nourriture. Donc, c'est-à-dire, j'avais un bureau dans ma chambre où je mettais tous mes papiers et leurs papiers, tout était là à cette place. Tout était protégé, il y avait des systèmes d'alarme, donc voilà, j'étais en mode protection, en mode tuteur, quoi, si vous voulez. Ma mère a un petit vélo électrique pliable. Elle n'utilise plus, car on lui crève ses pneus chaque fois qu'elle va au travail avec. Donc du coup, elle va à pied. Elle m'autorise à l'utiliser à sa place. Et elle me dit qu'elle voudrait un autre vélo. J'ai dit ok, on va en acheter un, pas de problème. Donc j'ai dit, elle me dit pas tout de suite, elle voulait attendre le printemps. J'ai fait installer un système d'alarme. Il y a des détecteurs avec prise de photos dans tous les coins. UPS. Mes parents se sont fait voler des affaires, notamment une montre que j'ai offerte à mon père. Attention, je ferme ma clé chaque fois que je sors pour vider les poubelles ou autre. Les parents sont à l'intérieur, ils ont le double des clés, une télécommande du système d'alarme, chacun ils ont une télécommande. Le téléphone, les fenêtres donnent sur la cour, on est au rez-de-chaussée. Auparavant, des jeunes raquettaient mon père et lançaient le ballon dans les fenêtres lorsque j'étais pas là. Je fermais les volets que je laissais entrouverts par précaution pour préserver notre intimité. Mon père souffre d'incontinence aiguë. Il urine dans son lit le jour et la nuit. Il faut lui mettre des couches. Mais même avec les couches, ça ne va pas. Je dois refaire son lit de jour comme de nuit, le laver et le changer. Faire des machines à laver, vider son seau de pisse dans les toilettes. J'achète un écran plat. J'ai fait installer la box SFR, un abonnement Netflix et une chaîne de sport pour qu'il ait du divertissement. Avec son accord, j'ai pris la chambre du fond. Il y a un petit balcon pour y faire ma chambre, pour y faire mon bureau, pour écrire, être au calme et enregistrer. J'ai transformé le salon en chambre. Il a son lit et son armoire. Il est à côté des toilettes et proche
de l'entrée, ce qui est beaucoup plus pratique pour lui. Sauf qu'on a rendu le mal pour le bien que j'ai fait. On m'accuse de m'imposer chez mes parents, de leur priver de moyens de subsistance, de les maltraiter, de voler le vélo de ma mère, etc. À ce moment-là, il y a des tensions avec le gardien, les voisins du dessus et le voisin du bas qui s'était accaparé de notre place de parking, qui je demande de nous la restituer sous 3 mois. Je suis placé en garde à vue. Je pète un câble en garde à vue. Je crie, tape dans la porte, limite je me tape avec les flics. On me sort 3 fois de garde à vue pour me conduire à l'hôpital puis voir un psychiatre. Je suis déféré au parquet, il n'y a pas de confrontation. Placé en détention provisoire, grève des avocats, jugement repoussé par 2 fois, le procureur demande 4 ans ferme. Oui, je suis coupable. On veut m'expulser, m'interdire une nouvelle fois de Pontarlier. Je plaide non coupable et demande la relaxe. Finalement, je suis condamné à 2 ans ferme, dont un avec sursis mis à l'épreuve durant 3 ans, obligation de soins psychiatriques, interdiction d'être président durant 3 ans, interdiction de 5 ans de Pontarlier, appel rejeté. Mes parents ne sont pas présents, mais représentés par une avocate qui défendait un membre de ma famille durant la confrontation. Pour moi, c'est une de mes tantes qui s'est fait porte-parole pour les parents et a engagé cette avocate pour les représenter. Je suis à la maison d'arrêt, aux arrivants tout seuls en cellule. Bien accueilli, je passe au C2 avec un type de gré qui travaillait dans une scierie. Un ancien judoka, agent de sécurité, la scierie a changé de propriétaire, le nouveau patron délocalise, transfère les machines, il licencie abusivement. L'affaire dégénère, il projette le patron de la scierie dans une machine à bois, un bras arraché, beaucoup de sang coule, le patron est dans le coma entre la vie et la mort. Il se rendra chez lui où il sera arrêté quelques heures plus tard, placé en mandat de dépôt. Je vais rester 2 ou 3 mois avec lui en cellule avec lui. Il est insomniaque, il aime le calme et dessiner. Il ne va jamais en promenade. On ne s'entend pas, ça dégénère entre nous. On manque de se battre dans la cellule. Je change de cellule où on me place avec un jeune Albanais, super cool, et le cœur sous la main avec qui je m'entends super bien. Je fais partie d'une équipe de voleurs de bijoux. Alors, ils se sont fait arrêter, ils sont en mandat de dépôt. Puis de nouveau, quelques temps plus tard, je change de cellule, mais je me retrouve seul quelques temps. Puis je suis placé avec un nouveau co-détenu dans une autre cellule. Il est là pour cambriolage en récidive. Je fais une demande de travail. Je viens d'être classé en cuisine à la plonge. Je change de nouveau de cellule et je me retrouve avec le chef de cuisine, un Marocain de Marseille, qui a pris une longue peine. Ça se passe bien entre nous, il est en place. Il veut me faire grader en cuisine. J'ai demandé une semi-liberté car je suis bientôt libérable. On me refuse ma demande en commission. Énervé, je pars travailler en cuisine. La machine fuit, j'ai les pieds dans l'eau. Je demande à obtenir une paire de bottes neuves. La responsable me dit qu'il y a trop d'attentes. Je ne les aurai pas, je ne supporte pas les conditions de travail. Je pète un plomb, démissionne et me casse, sauf qu'il y a une équipe de surveillants qui m'attend. Je m'énerve avec eux, puis ils regardent ma cellule. J'ai la main blessée, je demande à l'infirmerie, on me refuse. Je suis assis en cellule, quand les iris me sautent dessus. Plaqué au sol avec bouclier, je suis conduit de force au mitard et mis à poil. Un jour de mitard, je suis placé à l'isolement jusqu'à la fin de ma peine. J'ai donc effectué ma peine sans parloir, sans courrier, sans mandat. Libéré en hiver, je suis SDF, sans argent. Retour à la case départ. De nouveau le 5-15, où je suis accueilli à l'abri de nuit, où je vais rester une partie d'hiver. Puis on me paie l'hôtel Formule 1, où je reste quelques temps. J'ai fini par être accueilli dans un foyer, où je ne trouve pas ma place, et demande un logement social qui m'est finalement attribué, dans lequel je suis actuellement. En sursis mis à l'épreuve, je suis sous contrôle judiciaire, où je dois régulièrement rendre compte de ma situation au juge. Je suis auto-entrepreneur, livre des repas à domicile, ce qui m'a permis de me sociabiliser de nouveau, de me réinsérer, de me sentir libre de nouveau. Je n'ai plus le droit de rentrer en contact avec mes parents, ni d'aller à Pontarlier durant 5 ans, sous peine d'emprisonnement ou de forte amende. Un article a été écrit sur moi par un rédacteur de l'Est républicain de Besançon, où il exagère dans ses propos et défend la vérité. Il ajoute que j'ai besoin de place pour faire ma prière et mes piliers, chose que je n'ai jamais dite. Pour moi, c'est un complot, une fumisterie orchestrée contre moi, une attaque islamophobe. On a voulu me dénigrer, me décrédibiliser, me ruiner, briser mes liens familiaux, me chasser, m'emprisonner, voire m'assassiner. On a voulu m'humilier en coulant les entreprises et associations que j'avais créées. C'est du pipeau,
C'est que du pipeau et du mensonge, ne croyez pas donc ce qu'il raconte. Donc voilà, c'est comme disait, comment qui s'appelle, un youtubeur là, je sais plus, enfin, on est dans un pays, attendez, je peux pas trouver son nom. Il parlait de ça justement l'autre fois, dans une vidéo, où les gens en France parlent les uns sur les autres et ils aiment bien euh, diffamer les autres. C'est un peu, c'est comme ça qu'ils gradent. Alors, celui qui dit ça, c'est, comment il s'appelle, il fait des vidéos. Attendez, je suis en train de chercher. Donc, c'est, alors, c'est qu'il est, quand tu cherches un truc, tu trouves jamais. Oh putain, comment il s'appelle ce qu'on a? Ah, Philippe Delavier. Philippe Delavier, ça y est. Donc Philippe Delavier, Visage de voiture, on est dans une de ses vidéos, on est dans un pays où les gens aiment bien parler sur les autres et diffamer les autres pour grader. Donc là, c'est ça ce qui se passe. Donc l'histoire, alors quand on lit dans l'article de journal, il dit, bah, il a menacé la curatelle. Alors j'ai jamais vu ce curatelle, j'ai jamais menacé. C'est donc apparemment ça vient d'elle qui auparavant, pour la deuxième fois, elle voulait demander une prolongation. Donc elle a raconté je sais pas quoi au juge qui s'en est suivi. Ouais, le fils est revenu, je sais pas trop quoi, elle a dû aller dire. Et là, ce qu'on a suivi, la mesure de levée de protection des majeurs, et puis donc il y a eu donc, le flic a tourné ça en dégrison, parce que tu lui dis ça, mais lui, ah bon, top, il va essayer de t'incriminer, donc il va tourner les choses à sa sauce, et puis que je embrouille avec eux, donc tout de suite, alors procureur, ouais, bah, il pète un plomb, là, je sais pas quoi, nanana, toi, voilà, donc il a tout raconté pour essayer de grader tout ce que je veux dire. Donc après, comme je dis, Dieu voit tout, entend tout. Euh, c'est à lui qu'on appartient, sur lui qu'on fera tout ce retour. Donc en attendant, bah, les voies de recours sont longues et coûteuses. Donc j'ai pas vraiment de voie de recours. Donc là, je fais cette vidéo, ma cause face à cet article justement qui était rédigé contre moi, où mon nom est clairement cité. C'est un article complètement exagéré qui déformait de sa vérité, comme ils ont bien l'habitude de faire, comme dirait Dieudonné. Hein. Ils aiment bien déformer la vérité. Donc là, c'est clairement ma présence. Pour eux, c'était voilà, il s'est converti à l'islam, il fait du prosélytisme, il va vouloir convertir ses voisins, sa famille, etc. Donc apparemment, j'étais gênant pour eux. Sachant que la voisine du Sud travaillait aussi dans une entreprise de service à domicile, il peut y avoir du conflit d'intérêts, sûrement. Puis aussi l'histoire que s'occuper de parents faibles, ça peut générer des revenus, tout ça, etc., etc. Donc ça plaisait pas aussi, je pense, à certains membres de ma famille que ça soit moi qui gère les comptes, tout ça. Donc il y a plusieurs, il y a des conflits d'intérêts, il y a des jalousies, il y a de la diffamation, il y a de l'islamophobie, il y a un tout quoi, qui fait que à un moment donné, bah, il y a des gens qui se sont rassemblés, parce qu'il y en a plusieurs se sont rassemblés contre moi pour m'accuser, pour me faire plonger, pour me faire expulser. Ils sont allés voir les flics, ils sont allés voir les procureurs, tout ça. Donc tous ces gens-là,
donc se sont ligués contre moi. Donc du coup, résultat des courses, donc les entreprises qui ferment, des projets, des événements qui sont sabotés, c'est le terme. Donc une perte considérable de revenus. Ça a mis tout le monde dans la merde, aussi bien moi que les entreprises qui m'avaient avancé les salles, qui m'avaient avancé de la pub, etc. Ça a mis tout le monde dans la merde. Donc ils ont foutu tout le monde dans la merde. J'ai eu aucun dédommagement, rien du tout. Euh, donc là, les conditions, les traitements, les conditions de détention qui m'ont fait subir, et puis les situations d'atteinte à la dignité dans lesquelles je me suis retrouvé, les situations d'insalubrité dans lesquelles je me suis retrouvé, les situations de famine dans lesquelles je me suis retrouvé, lésé, boycotté complet, en privation, donc en situation d'humiliation. Donc ils ont voulu me rouler dans la boue, c'est le cas de dire. Donc ils ont voulu me rabaisser, parce qu'il y a un truc qui dit si tu cherches à t'élever, ils vont chercher à te rabaisser. C'est ce que je veux dire. Donc voilà, il y a ça, ne supportant pas. Et puis mes études qui m'ont fait oui, ben, c'est voilà, les liens familiaux qui visaient, parce qu'ils savent que ça, c'est quand même un pilier de l'islam important, la bienfaisance envers les parents, parce que le paradis se trouve sous les pieds de ses mères, et c'est une obligation de s'occuper de ses parents. Comme ils ont élevé tout petit, c'est à nous de prendre la relève à un certain moment. Et c'est aussi une obligation juridique de s'occuper de ses parents qui sont en situation ne peuvent pas gérer eux-mêmes. Donc c'est une obligation aussi familiale. Euh, donc, euh, donc voilà, le shaitan est venu mettre son grain de sable. Il s'est dit, alors, on va pas le laisser accéder comme ça au paradis en faisant la bienfaisance envers ses parents. Toi, ils étaient jaloux, la jalousie, tout ça, le shaitan. Et là, ils sont venus briser mes liens familiaux, justement pour me détourner de la religion, pour m'affaiblir, pour tout ce que je veux dire. Donc actuellement, j'en suis là. Je suis là comme ça. Euh, donc on subit, on subit. Donc là aujourd'hui, je suis allé voir les SPIP, par exemple. J'ai envoyé mes documents, mes revenus. Voilà, qu'est-ce que je fais? Il faut que je dois raconter ma vie. Ils vérifient, vous travaillez, vous faites vos soins, est-ce que vous respectez bien l'interdiction, vous n'allez pas pontarder, machin et tout. Donc pour le moment, voilà, je suis là. Après voilà, je suis obligé de subir et de vivre avec ça. Donc, quoi qu'il en soit, Inch'Allah. Donc, en attendant, je tiens à dire que je suis absolument pas radicalisé, absolument pas salafiste, radicalisé. Euh, donc, ça, c'est que de la diffamation, c'est que du dénigrement. Donc, c'est pour nous salir, c'est pour me salir. Et donc, voilà, si vous voulez faire scandale. Donc, voilà, moi, ce que je dis, voilà, c'est. Moi, encore une fois, les accusations qui sont portées contre moi, je le dis et je le redis, je suis non coupable. Donc je ne reconnais pas les accusations qui sont portées à mon encontre, de la diffamation. Euh, donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Donc après, chacun pense ce qu'il veut de son côté. Donc voilà, sur ce, salam.